Bonjour madame, mademoiselle, monsieur, c'est mercredi, regardez comme c'est beau, oui vous ne rêvez pas. Midi en France est installé à Bonifacio, la pointe méridionale de la Corse. Regardez comme c'est magnifique, la citadelle de Bonifacio, le port de Bonifacio. Et au bout du port, toute l'équipe de Midi en France devant ces falaises absolument merveilleuses. Citadelle, puis le port, puis vous découvrez la Bonifacienne. Et nous, venus nous installer ici. Merci de nous suivre en ce mercredi. Regardez la carte. Où est donc Bonifacio, pointe méridionale de la Corse, vous disais-je. Voici cette Corse, voici la Haute-Corse, la Corse du Sud où nous sommes. Et ce point rouge, Bonifacio, ces falaises. Vraiment l'extrême sud de la Corse, dernier village avant ce petit chenal de 20 km qui la sépare de la Sardaigne. Avec nous aujourd'hui, le représentant de France 3 Corse ici qui est avec nous, c'est mon camarade Yann Bénard. Welcome Yann. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Merci. Comment on dit déjà Viva Stella? Gastella, France 3 Corse, Gastella. Voilà, lui il le dit mieux que moi, c'est pour ça. Toujours un petit bonjour Corse. Je t'avais promis une surprise. Hier, je t'avais promis une surprise. Je te la fais. Je suis. C'est question pour un champion. Je suis une jeune chanteuse originaire d'Île-Rousse. J'ai participé à une émission qui s'appelait À la recherche de la nouvelle bip sur une chaîne concurrente à l'époque où tu y officiais. J'ai sorti un album magnifique. Je suis, mais je te passe le bonjour. On lance. Salude Lure, dunque di sottougelo all'anino che vi saluto. Un siamo mica in Bodivasio, ma voglio pregarvi una bella emissione di Midi in France. Ciao, ciao. La traduction, je ne suis pas à Bonifacio, je suis en Balagne, je suis à Île-Rousse et je vous souhaite à tous une bonne émission Midi en France à Bonifacio. Et je suis... C'est Francine Massiani. Qui te fait de gros bisous. Je suis un peu jaloux, mais c'est pas grave. J'adore. Merci Francine d'avoir fait ce petit coucou de Haute-Corse où elle est installée du côté d'Île-Rousse. Magnifique chanteuse. Elle a une voix incroyable, Francine Massiani. Merci pour ces petits mots. Avec nous aujourd'hui, Jean-Sébastien, Evelyne Thomas, évidemment, Pierre Bonte, Nathalie Simon. Ils sont tous là, nos amis. On va les retrouver. L'ami Ferniaud, regardez, c'est mercredi, c'est ravioli. Donc vous avez compris qu'il y aura une recette spéciale des duettistes, Evelyne et Vincent. Qu'allons-nous voir également dans cette émission? Vous avez fait le bon choix. Mais pourquoi, me direz-vous? Regardez, c'est en image, le voilà. Aujourd'hui, nous parlerons de cette longue tradition de comiques et d'humoristes qui ont su faire rire la société corse tout en la caricaturant. Vous allez voir, c'est hilarant. C'est avec Yann dans un instant. Nous nous rendrons au musée de l'Alta Rocca pour y découvrir un squelette vieux de 8000 ans, celui de la dame de Bonifacio, la plus ancienne des Corses. Nous partirons à la rencontre d'un aventurier qui, malgré son handicap, nous donnera une véritable leçon de vie. Vous allez comprendre dans un instant. Et enfin, nous vous montrerons qu'ici en Corse, les agrumes deviennent des produits de beauté aux vertus exceptionnelles pour le corps, pour la peau et la beauté. Et forcément, c'est Nathalie Simon qui va s'en occuper dans un moment. Vous avez fait le bon choix, vous disais-je. Aujourd'hui, ils sont deux à présenter la cuisine comme chaque mercredi pour Midi en France. Il me suffisait de leur trouver évidemment un nom. Et aujourd'hui, donc, courgette au brochu. Vous voyez, au brooch. Comment tu dis? Brooch. Et non seulement en Corse, brooch. Tu le dis bien, mais il faut faire très attention. C'est un AOC depuis 1998, je crois. On en parle demain avec Vincent qui te présentera en gastronomie. Alors aujourd'hui, donc, la cuisine, c'est Vincent et Evelyne qui, pour l'occasion, vont s'appeler Ma et Joe Dalton. Allons-y, la recette. Je préfère ça à Avril, hein. Oui, Laurent. tu sais quoi? Tu sais, ce matin, j'ai dit je vais mettre Avril. Et j'ai dit non, il va me ramasser si je lui fais Avril. Je préfère lui mettre Joe, ça lui va si bien. Regarde, Joe et Madalton. Le petit méchant, le petit méchant. Ça va? Dis donc, tu m'as l'air bien embêté. Comment ça va, Evelyne? Je te sens bien partie, là. Droit dans la tempête. Hein, t'es bien, là, dans le vent. Je suis bien avec toi. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait une recette Corse, parce qu'on est en Corse, on est à Bonifacio. C'est bien. Tu fais les questions et les réponses? Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait une recette au brooch Parce que c'est la spécialité locale. C'est pas seulement la spécialité, c'est la saison. C'est la saison du Le brooch, c'est un fromage de printemps. Hein, puisque c'est au moment où il y a cette lactation des brebis. C'est le printemps en ce moment. Bah, en tout cas, du point de vue des brebis et des chèvres, c'est le printemps. Il y a cette lactation pour nourrir les petits, donc on fait ce brooch frais. Et après, le brooch qu'on trouve hors saison, bah, c'est pas le vrai brooch printanier, hein, voilà. Les Corses sont d'ailleurs très à cheval sur le fait qu'on vend toute l'année des produits corses, mais effectivement, il y a des saisons pour certains produits. Et alors, et alors, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce brooch? On va faire des courgettes farcies. Des courgettes farcies gratinées au brooch. Alors, c'est une recette absolument merveilleuse, assez simple si on a les éléments. Je ne suis pas sûr que chez vous, vous trouverez par exemple cela, qu'on appelle la nepeta, qui est c'est une herbe merveilleuse. On peut dire que sur le plan aromatique, on est à mi-chemin entre la menthe verte et la marjolaine.
c'est une menthe sauvage, hein, c'est en tout cas de la même famille, et c'est un arôme absolument délicieux qu'on va retrouver. C'est corse, on retrouve beaucoup ça dans la cuisine corse, la nepeta. Je vais y mettre également un peu de thym. Regarde ce merveilleux thym. Tu te souviens de Lucette qui est venue cuisiner avec les sœurs l'autre jour, lundi? Oui. Eh ben, c'est elle qui m'a apporté toutes ces belles herbes. Ça vient de son jardin, directement. Voilà, donc on va commencer simplement, avant d'aller plus loin, par faire pré-cuire les courgettes. Hein, on va les ouvrir, on va les creuser, parce qu'évidemment on va farcir à l'intérieur, mais on va les pré-cuire au four pour une raison simple, sinon le fromage serait déjà cuit à la fin de la recette et que la courgette serait encore crue. Donc on pré-cuit la courgette pour que tout cela cuise ensemble. Oh oui. On va vous laisser faire, hein, les amis. Ma et Joe Dalton. Allez, on vous retrouve dans un petit moment. Je ne sais pas si je vais y arriver avec le vent qui a... pour cette recette donc spéciale, Ma et Joe Dalton, qu'on va retrouver tout de suite. Ici, la dame de Bonifacio, écoutez bien, a peut-être 8000 ans. Mais qui est-elle? On ne comprend pas. Suivez le guide Jean Seb, il va tout vous expliquer. Oui, hier, nous sommes allés nous balader sur mer, sur la Méditerranée, pour découvrir les falaises de Bonifacio. Aujourd'hui, je vais vous emmener à l'intérieur des terres, dans l'Alta Rocca, du côté de Lévis, où nous allons partir découvrir ces hautes roches, c'est la traduction, ce relief montagneux du sud de l'île si particulier, avec des villages typiques, avec une nature totalement splendide, dont le fleuron est sans doute le massif de Bavella, avec ses aiguilles lancées comme ça vers le ciel. C'est une diversité de paysages totalement incroyable qu'on découvre là-bas. Et puis c'est 9000 ans d'histoire dans ce paradis de nature, avec un musée qui retrace toute cette histoire, le musée de Lévis, le musée qu'on va découvrir maintenant. Nichée au creux des montagnes de Corse du Sud, à 900 mètres d'altitude, voilà la petite ville de Lévis, chef-lieu de la micro-région de l'Alta Rocca. Elle héberge en son centre un musée du même nom. Et à sa tête, Janine, conservatrice de son état. Ce qu'elle conserve est plutôt vaste. C'est un musée qui présente l'histoire des populations qui ont vécu dans cette micro-région qui s'appelle l'Alta Rocca, depuis le Mésolithique jusqu'au Moyen-Âge. Du Mésolithique au Moyen-Âge, cela représente pas moins de 11 000 ans. Et ce petit musée renferme des fragments de cette histoire monumentale, parmi lesquels une pièce un peu spéciale. Nous allons rejoindre l'entrée du musée. Je vous invite à visiter les salles d'exposition pour y découvrir la Dame de Bonifacio. La Dame de Bonifacio, la voici. C'est elle qui fait la fierté de la Corse tout entière. Ou plutôt sa représentation, sans doute un peu fantasmée. Donc il était une fois une dame qui vivait à Bonifacio. Et cette fameuse dame, qui s'appelle aujourd'hui pompeusement Dame de Bonifacio, était une dame que Frédéric Federsen et Frédéric Bertocchi ont imaginée comme étant une femme à la plastique superbe. Bien évidemment, c'est très romancé et très humoristique. Ah bah oui, ça c'est sûr. En tout cas, c'est toute une histoire vieille de 7000 ans avant notre ère. La voici donc en chair, mais surtout en os. Découverte en 1972 aux abords de Bonifacio, elle est dans un parfait état de conservation. Mais pour réellement comprendre quel est ce vénérable ancêtre, il faut avant tout découvrir le cadre de sa découverte. Vous avez la représentation de la stratigraphie du site d'Araguin-Assène, là, qui est une des plus belles stratigraphies de Méditerranée, puisque ce site a été occupé de manière plus ou moins continue depuis le Moyen-Âge, que l'on voit en haut de cette image, jusqu'au Mésolithique. Et la Dame de Bonifacio a été découverte 10 ans après le premier coup de truelle sur ce site, dans un niveau mésolithique qui est daté du 8e millénaire. Il a donc fallu 10 ans pour remonter 9000 ans d'histoire. Celui qui alors maniait la pelle et le pinceau, c'est François. L'archéologue se souvient qu'à l'époque, des travaux de construction d'un parking étaient menés tout à côté des fouilles. La dame a du coup bien failli ne jamais arriver jusqu'à nous. Ceci, c'est le travail de la pelleteuse, vous voyez, qui s'est arrêté là, à quelques centimètres de l'alignement de blocs rocheux et donc de la sépulture. Au fond, nous avons eu une chance inouïe d'avoir pu conserver ce vestige.
Autre particularité de cette découverte, pour la première fois, les archéologues n'étaient pas seuls sur le champ de fouilles. Un anthropologue les accompagnait, ce qui permit de déceler le lourd handicap dont souffrait la dame. Une dame qui avait environ 35 ans, qui mesurait 1,54 m, voilà, et qui avait la particularité de souffrir de diverses pathologies, dont certaines des pathologies ont provoqué une paralysie qui fait que cette dame a vécu plus longtemps, une grande partie de sa vie, en position accroupie. Alors on sait qu'elle a vécu ainsi à la façon dont les os des genoux et des chevilles se sont usés, parce que la position accroupie induit certaines usures que nous n'avons pas en position verticale. Divers tests, notamment au carbone 14, ont confirmé qu'elle vécut jusqu'à l'âge de 35 ans malgré ce handicap. Preuve que nos ancêtres savaient déjà se montrer solidaires. Pour prendre la pleine dimension d'un chantier de fouilles, il faut maintenant s'enfoncer un peu plus dans la montagne. Voilà le site de Kapula, un site exceptionnel où de nombreuses campagnes de fouilles sont régulièrement menées. Elles ont permis de mettre au jour des pans entiers de l'histoire de l'homme en Corse. Mais ici, cette histoire se superpose sur un espace très restreint, véritable kaléidoscope que l'archéologue doit décortiquer. Là, vous avez un mur mégalithique de l'âge du bronze. Donc, cette maison, elle doit dater d'environ 800 avant Jésus-Christ. Ici, à quelques mètres, nous avons les restes de la meule du charbonnier qui doit dater à peu près de 1914 à 1918. Et enfin ici, nous avons dans cet abri sous auvent la sépulture qui date de l'Antiquité, c'est-à-dire 50 avant, plus ou moins avant Jésus-Christ. Pour compléter l'ensemble, au-dessus se trouvent les ruines d'un château du Haut-Moyen-Âge et en quelques mètres, on peut ainsi parcourir 3000 ans d'histoire. Des sites comme celui-ci, il y en a des dizaines en Corse et ils sont loin d'être tous exploités. Alors, combien de petites sœurs de la Dame de Bonifacio attendent de retrouver la lumière ? L'histoire nous le dira. Là, on était à Kapula. Il y a un autre grand site préhistorique dans l'Alta Rocca. C'est juste à côté de Cucuruzu, voilà. Le site de Cucuruzu. Et tout cela au milieu de petits villages de l'Alta Rocca qui sont absolument magnifiques. Que ce soit Levi, que ce soit Tsonsa, qui est un endroit juste génial. Et on peut aller faire comme ça des balades au milieu de ces bergeries, mais aussi de maisons un peu plus nobles, parce que là-bas, c'était la terre des seigneurs au Moyen-Âge. C'est la terre que les Génois ont voulu acquérir à coup de bataille, puisque le souvenir du général Andrea Doria, qui était général génois, qui est venu assassiner le comte de la Rocca, c'était en 1507, a fait que l'histoire de ce sud de la Corse a été mouvementée. Et il y a une vraie architecture typique dans ce coin de Corse, avec vraiment des villages extrêmement intéressants et pittoresques à découvrir. Merci. Pour l'info, juste Lévi, on en parlait quand même, Lévi Sixquinte, pape de 1585 à 1590, il était de Lévi. Bon, voilà, 5 ans seulement. Hein. Et Urbain II également, qui est passé par Bonifacio. Il n'était pas originaire. Au XIIIe siècle, pas originaire, mais il est passé par là. On parle de quoi demain? Demain, on va faire de la randonnée dans un des plus beaux endroits du sud de cette belle île de Corse. À Uomo di Cagna, c'est ça, on parlera de... L'Uomo di Cagna. Voilà, comme ça c'est tout de suite mieux, t'as vu avec Yann. Avec Yann, ça passe tout seul. L'artisanat, vous savez qu'on vous en parle souvent dans chacun de nos départements, de nos régions, et notamment ici dans cette Corse du Sud, vous allez le découvrir avec vraiment de la belle ouvrage dont on parle beaucoup, et c'est Pierre Bonte qui raconte le mieux vraiment l'histoire de cet artisanat que nous aimons tant dans Midi en France. C'est parti, Pierre Bonte raconte et ça suit, c'est très tranchant aujourd'hui, allons-y. Oui, Laurent, parmi les souvenirs que les touristes rapportent volontiers de Corse, il y a le couteau corse, celui que vous tenez à la main par exemple. Vous voyez le couteau corse, bon, en fait, qu'on appelle la vendetta. Oui, c'est le nom qu'on lui donne, la vendetta, mais bon. En fait, il faut savoir que ces couteaux corses ne sont pas de vrais produits corses, que la quasi-totalité d'entre eux sont fabriqués au mieux en Auvergne, à Thiers, ou le plus souvent en Asie aujourd'hui. C'est le cas de celui-là, par exemple, que j'ai acheté,
vous voyez, ce matin à une boutique de souvenirs là sur le port de Bonifacio. Parce que, eh bien, en fait, il ne reste plus en Corse que 4 ou 5 couteliers qui fabriquent vraiment le couteau corse, le vrai couteau corse. Et celui qui m'a le plus étonné, c'est Xavier Biancarelli qui est à Porto-Vecchio, là, pas loin de Bonifacio, parce que lui, ses couteaux corse, on ne peut pas faire plus corse, si vous voulez. C'est-à-dire que de A à Z, tout est corse. Le minerai de fer, il va le chercher en Corse dans des filons qui affleurent. Le charbon de bois, il le fabrique lui-même dans la forêt et il fabrique son acier. Et ensuite, de A à Z, le bois, le manche, oui. Le bois, le manche, tout. On va le suivre d'ailleurs dans son atelier tout près de Porto-Vecchio. Xavier Biancarelli a installé son atelier entre mer et montagne, au cœur du village de Muratel, qui domine la ville de Porto-Vecchio. C'est ici qu'il commence à forger l'acier qu'il a fabriqué lui-même. Alors, là, on est dans ma forme. Donc, je vais faire chauffer l'acier pour pouvoir ensuite l'écraser avec le marteau pilon et au marteau sur l'enclume. C'est le forgeage de la lame, en fait. Il n'y a pas d'adjuvant. C'est simplement charbon et air pulsé. Voilà. Ça permet d'atteindre des températures environ, au niveau gazeux, entre 2000 et 2300 degrés environ. Xavier Biancarelli est jeune, il a 27 ans, mais il a choisi de travailler à l'ancienne. Il a repris les gestes et la technique des forgerons de village d'autrefois qui fabriquaient eux-mêmes de A à Z ces couteaux de poche qui étaient des outils pour les bergers et les paysans. Ça se fait plus ou moins en comptant les coups, on va dire, de chaque côté. C'est-à-dire qu'il faut écraser plus ou moins de la même façon d'un côté que de l'autre pour ne pas que la lame vrille complètement lorsqu'on va tremper. Sinon, il va y avoir des tensions ou trop fortes d'un côté ou de l'autre. Pour obtenir un bon couteau, le travail de la lame, en effet, est primordial. Il s'agit de lui apporter la forme requise, mais surtout la résistance qui fera de ce couteau le compagnon de tous les jours, de toute une vie. On a fait la lame tout à l'heure, là on passe au manche. Donc on va utiliser du bois local. On va tracer le gabarit du manche en fait. Hein. Voilà, donc là on a le gabarit. Alors c'est dans le choix de placement du gabarit en fait qui va déterminer les lignes qu'on compte utiliser dans le bois en fait. Hein. Sachant qu'il faut toujours suivre les lignes du bois pour avoir quelque chose de correct ensuite en rendu. Xavier Biancarelli utilise des bois du maquis corse qu'il va couper à la lune, c'est-à-dire en fonction de la position de la lune pour qu'il soit plus résistant. Ça peut être du buis, de l'olivier, de l'if ou du myrte. Mais il fait aussi bien des manches en corne, à partir de cornes du cheptel local, toujours de chèvre ou de bélier corse. Tant de rigueur, bien sûr, réclame beaucoup de temps, même pour un couteau premier prix comme celui-ci. Bon, pour une pièce, on va dire d'entrée de gamme, comme je suis en train de faire, il y a maximum 9 heures à 10 heures de travail. S'il n'y a pas de commande spéciale, c'est-à-dire que si je fais le couteau sur gabarit, c'est entre 9 et 10 heures de travail, maximum. Et après, ça peut aller, on touche vite dans le milieu de gamme, dans les 35-40 heures de travail, sans problème. Et après, sur les pièces très haut de gamme, là, on ne compte plus en heures, on va compter en semaines ou en mois. Donc ça peut aller ensuite 250-300 heures. Donc ça fait au moins 5 semaines, 6 semaines de travail, quoi. Voilà, donc là on a un couteau corse traditionnel. Ce qui caractérise la lame du couteau corse, c'est qu'elle est large, très galbée et qu'elle remonte avec une pointe. Voilà. Donc c'est dérivé d'un couteau qu'on appelait en Corse à culté da pituda. Voilà. Pituda qui veut dire ventru en fait. Hein. Un couteau corse qui va peut-être permettre à Xavier de remporter le concours de meilleur ouvrier de France qu'il prépare avec passion. Oui, il faut saluer un coutelier, un artisan comme celui-là. Hein. Il est venu d'ailleurs aujourd'hui avec nous. Il est là, on le voit là, il est là derrière. Dire bonjour, l'applaudir en tout cas. Et il nous a apporté donc le couteau, Laurent, que vous avez dans la main. Alors, donc, voilà, j'ai le boîtier. Voilà, hop, ça s'ouvre comme ça. Regardez. Quel Très travail joli. extraordinaire. Tout en bois du maquis, bien entendu.
Voilà. Et voilà le vrai couteau corse. Regardez, voilà. comme il est beau ce couteau et celui-là. Et regardez celui qu'on trouve en boutique que j'ai dans la main. Vous voyez que c'est pas tout à fait, pareil. Ça coupe comme du rasoir. Et voilà. Alors celui-ci, la différence c'est que celui-ci il vaut 10 € dans la boutique d'à côté là, et celui de Xavier Bancarelli coûte 2000 €. Mais c'est tout. Sur Napoléon, ça va bien. Si je peux me permettre, il n'y a pas seulement une différence de prix, bien entendu, la qualité et tout ça, mais d'attente. Sachez que si vous voulez un couteau comme ça, même si vous avez les sous, vous l'aurez pas de suite. Il va falloir un peu de patience, un an, des fois plus, avant de réussir à l'avoir. Voilà. Et Xavier Bancarelli. Je peux vous dire que ça coupe, mais c'est monstrueux. C'est vraiment une lame de rasoir. On est compte de l'acier purement corse, c'est fait avec du minerai corse. Regardez si c'est beau. C'est vraiment de la belle ouvrage. C'est l'artisanat tel qu'on l'aime dans Midi en France, avec les valeurs de ces artisans représentés par monsieur qui va faire évidemment meilleur ouvrier de France, on lui souhaite. Un mot, un pied, Pierre? Non, juste qu'on pourra aller le voir et voir toutes ses œuvres parce qu'il fait des couteaux magnifiques. On pourra le voir à la journée du couteau corse qui aura lieu au mois d'août à Coutoli, qui se trouve à côté de pas très loin d'Ajaccio. Tiens, vas-y, c'est ça. Coupons des rondelles. Merci beaucoup, bravo monsieur. On va couper des rondelles. J'ai ma cousine Josette qui est là, Didier, mon cousin. J'ai même de la famille en Corse, vous imaginez? Vous avez goûté la saucisse corse, que vous la connaissez, hein, Josette et Didier. Ils sont venus avec toute la famille. Oh, tranquille. J'ai un cousin, il parle comme ça aussi. Oh, il mange les sucrètes et les biquettes. Je te rappelle, Laurent, que l'eau n'est pas loin, tu prends des risques. Je prends des risques, Yann. Tu sais qu'il a pris l'accent, dis donc, c'est incroyable. Il y en a un qui n'a pas pris l'accent, par contre, elle peut le prendre aisément. C'est Ma et Joe Dalton pour la recette. Regardez, ils sont remontés les deux là. Regardez, c'est mercredi. Ça y va. Bien. Alors, Ma et Joe, ça avance votre courgette? Oui. Evelyne a bien travaillé, elle a émincé les oignons, on y a mis un petit peu d'ail pressé et le thym, ce thym qui est tout frais, que j'étais obligé d'émincer aussi. Normalement, on retire que les sommités du thym, mais quand il est frais comme ça, on ne peut pas tirer les petites feuilles, les petites fleurs. Donc on le hache grossièrement et on le fait revenir. L'oignon est déjà cuit. Je vous montre ce qu'on a fait dans le four, Evelyne. Tu peux nous expliquer? Aujourd'hui, je prends mon côté ombrageux, corse, je dis rien, j'apprends. Très bien. Oh ben dis donc, reste corse. T'es content? Oh puis non, finalement. Oh. Alors voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis au four pour une dizaine de minutes. Au four. Absolument. Avec un petit peu d'huile et de sel pour ramollir et surtout pré-cuire les courgettes. Hein, parce Combien de temps et à quel feu? Une dizaine de minutes à 180 degrés. Merci, chef. De manière à les pré-cuire en quelque sorte. Parce qu'après, lorsqu'on va mettre la farce à l'intérieur, elle va cuire très vite cette farce au brooch. Et il faudrait que les courgettes ne soient pas trop croquantes. Il faut qu'elles soient déjà bien pré-cuites. Alors, on va faire le mélange, Evelyne. Allez. Vas-y. Très important parce que du brooch, on en trouve partout sur le continent. Pas mais toujours, là c'est du sacré brooch. Parce que moi, je ne sais pas le faire. Je veux le faire pour le deuxième tour. C'est un peu comme la ricotta. C'est un fromage qui est fait à partir de ce qu'on appelle le lactosérum, le petit lait, dont on a récupéré les dernières protéines de lait qui se trouvent à l'intérieur. Donc c'est un fromage maigre. Regarde, il est magnifique. C'est toujours maigre avec Vincent. Non, celui-là particulièrement est pas salé. Et il a ce côté un peu gélatineux parce qu'il est tout frais, il est frais de ce matin. On va en mettre les 2 tiers, à environ 300 grammes. Goûte-le. Goûte-le. Je ne vais pas goûter au supermarché. Si. Goûte. C'est vraiment... Laurent, tu veux que je te fasse une révélation? Vas-y, dis-moi. Ce type n'a aucun talent. Il a que des bons produits, en fait. Mais bien sûr. Oh, je t'aime, toi. Regarde-le. Evelyne, tu t'emballes pour un rien. Ah, bah écoute, ça sent bon. Hein. Alors, dans ces 300 grammes de brooch, à peu près, on va mettre un œuf par 100 grammes. Donc, combien ça fait 2 œufs. Ouais, je retire parce que là, je fais à peu près n'importe quoi. Il faut jamais casser un œuf sur le bord du plat qu'on utilise. Pourquoi? Parce que s'il y a des bouts comme ça, ils tombent ailleurs. Surtout avec le vent. Voilà, exactement. Et l'huile tout à l'heure. Voilà, on a mis nos 3 œufs. On va y rajouter, alors, le truc dont je parlais tout à l'heure, cette herbe merveilleuse, cette népita. Ça, c'est vraiment toute l'âme corse. Non, ici, ça se trouve, c'est vraiment entre la menthe et la marjolaine, c'est-à-dire une sorte de menthe un peu poivrée, avec presque entre l'origan et la menthe. J'ai le droit de donner un truc? Ouais, sale, ça va... Non, propre. Vas-y. Pour ceux qui n'ont pas de népita et tout, et qui n'ont plus de salade pour faire l'omelette au bruccio, eh bien hier, j'ai rencontré Ange, un bonifacien pur souche, qui m'a dit « Evelyne, s'il n'y a pas de salade, tu achètes les fèves. Voilà, c'est des fèves. Tu prends ça avec un peu de sel et ça te fait la blague. Regardez.
Pas beau ça? De la fève à la croque au sel. Allez, quoi. croquez-la cette fève, Ma. Alors, Ma Dalton, Joe Dalton, la suite de la recette, évidemment. Dans avec vous, quelques vous l'aurez tout à l'heure sur dans quelques minutes. France3.fr. Dans quelques minutes, vous aurez la totale. Ici, la nature en Corse, les cosmétiques naturels, ça vous dit quelque chose? On parle souvent justement en Corse de véracité et de choses qui appartiennent à l'humus du terroir. C'est ce que va nous faire découvrir tout de suite Nathalie avec ses découvertes. Nathalie Simon. Ça, tu l'as bien dit. Ici, vraiment, en Corse, on trouve des produits qui ont des vertus exceptionnelles. Alors, des vertus exceptionnelles quand on les mange, on le voit avec Ma et Joe aujourd'hui, mais aussi des vertus exceptionnelles pour la peau. Et on va voir, on va comprendre comment, en partant de quelques agrumes, de produits extrêmement naturels, on peut obtenir des cosmétiques de qualité. C'est le pari, le défi qu'a essayé de relever Muriel Cresté. Et vous allez comprendre qu'elle l'a réussi. Regardez. 28 hectares de culture baignés par le soleil et des vergers à perte de vue. Une exploitation totalement bio et naturelle pour faire ses courses. C'est justement ce qu'est venu chercher ce matin Muriel Crestet. Bonjour. Ça va bien. Mais Muriel n'est pas vraiment une cuisinière comme les autres. Au menu, aucune salade de fruits à l'horizon. Ses recettes à base d'agrumes, elle les réserve pour les soins du corps. À 41 ans, l'ancienne responsable de l'agriculture biologique en Corse est passée des chaussures aux talons et des cultures à la cosmétologie. Un changement de vie, mais toujours cette même passion pour les matières premières, du fruit jusqu'à la feuille, en passant par le zeste. Dans ses produits de beauté, tout est prétexte à la gourmandise. On a réussi à trouver en fait une note entre le tonique du citron, le pamplemousse qui s'adoucit et la vanille qui est carrément dans le sucré, la gourmandise. Ça fait quelque chose de très gourmand, très féminin. Et dans les allées de ce verger, les idées ne manquent pas pour Muriel. Poires, oranges, pomelo et autres citrons sont en abondance. Un cocktail de fruits aux vertus naturelles qui varie également au rythme des saisons. Vous ne faites rien sur l'abricot? Non. Ah. Pour l'instant, non. Mais ça pour l'instant, non. Plutôt habitué à vendre ses fruits aux clients plus pour leur goût que pour leurs soins du corps, Jean-Jacques Laurent a découvert avec étonnement que sa production pouvait aussi se transformer en crème de jour ou en huile de rasage. Ça interpelle et c'est quand même intéressant parce qu'on se rend compte que de faire du bio, ça permet effectivement de pouvoir tirer le maximum d'un fruit ou d'un arbre sans pour autant agresser ceux qui vont l'utiliser. Mais c'est vrai que j'y penserai un peu plus maintenant quand je travaillerai mes arbres. Et en parlant d'arbres, il y en a un au fond du verger qui intéresse tout particulièrement Muriel. C'est vrai, on l'a laissé que pour toi, il n'y a que celui-là qui est fourni. Hein. Le clémentinier, une spécialité ici en Corse que Muriel utilise pour une de ses dernières inventions, la crème démaquillante à base de clémentine. Et pour découvrir ses secrets de fabrication, direction le laboratoire, une caverne d'Ali Baba de quelques mètres carrés où Muriel stocke tous ses ingrédients, de la menthe aquatique au romarin, en passant par l'immortel. Pour vous montrer un peu le côté artisanal de notre production, vous voyez là on est dans l'ordre de la conserve. Donc on fait un gommage visage à la poudre de myrrhe. Donc on va récolter en sauvage de la baie qui est lavée, séchée, broyée, tamisée 2 fois, stérilisée 3 fois. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve à la fin dans ces bocaux-là. Ne reste plus alors qu'à chauffer et doser chaque élément. De l'huile d'olive et de l'eau pure pour l'émulsion et surtout les fameuses huiles essentielles distillées directement à partir du fruit. On prête ici une attention toute particulière aux différentes matières premières, que leur qualité initiale soit au top. Parce que comme on n'utilise pas par la suite ni de conservateurs, ni d'antioxydants, etc., on ne peut pas préserver, entre guillemets, de façon artificielle le produit. Et voilà la crème démaquillante à base de clémentine pratiquement terminée. Dernière étape, la laisser reposer une journée et attendre que la texture prenne forme. Des produits qui misent sur peu d'ingrédients, mais tous extrêmement naturels et issus de la Corse. Voilà la recette de Muriel Crestet pour convaincre les clients. Il y a eu un vrai basculement vers une cosmétique plus naturelle, où les gens ont envie de savoir ce qu'il y a dans le produit. Aujourd'hui, dans son catalogue, Muriel propose une vingtaine de produits de beauté, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Des cosmétiques pour le corps et le visage qui s'exportent plutôt bien.
et au-delà même de son île. On va mettre une crème de nuit et un sérum. Contour des yeux, contour des lèvres. Alors là, ça va partir pour Paris. Évidemment, pas besoin d'aller aussi loin pour retrouver les produits de Muriel. Rien que sur la Corse, 25 boutiques proposent déjà ces crèmes à la vente. Ici, dans cet institut de beauté, c'est Roselyne qui a adopté ces saveurs fruitées. Je vais appliquer un petit gommage à la myrte. C'est un gommage qu'on peut utiliser aussi comme masque. Un massage zen et relaxant pour nettoyer et purifier la peau. Et en fermant les yeux, c'est toutes les senteurs de la nature corse qui invitent au voyage. Et c'est vrai que quand on arrive ici, et moi ça me fait vraiment ça à chaque fois, quand on atterrit à Figueres ou qu'on arrive en bateau, on ferme les yeux, on sent et on est transporté dans un monde olfactif vraiment différent, cette odeur de maquis. Et c'est ça exactement que Muriel Crestet a réussi à retranscrire dans ses produits. Alors, je sais que vous adorez l'immortel, voilà, vous avez un petit bouquet pour vous d'immortel séché. Moi personnellement, j'ai découvert ça à l'île Rousse, c'est formidable. Alors ça, je vous invite à l'essayer parce que c'est le fameux gel démaquillant, lait démaquillant à la clémentine qu'on a vu se fabriquer quasiment sous nos yeux dans le sujet. Sentez cette odeur du sang, ça, Evelyne. Voilà. Vraiment, ça, tiens, ça c'est le gommage à la myrte. Alors, essaye-le, tiens, vas-y, je te le mets parce que la dernière fois, je sais que tu avais été un peu mon cobaye. Voilà, Pierre, un petit gommage de la main. Est-ce que vous sentez ces odeurs absolument incroyables? Je sais que vous adorez tout ça. C'est vraiment génial. Pour les hommes, elle fait aussi de l'huile de rasage. Absolument, elle fait de l'huile de rasage. C'est quand même formidable. C'est que, regarde, Jean-Seb, est-ce que tu peux montrer juste l'arrière de, voilà, le derrière de, voilà. Il n'y a évidemment ni conservateur, ni antioxydant, mais il n'y a pas non plus, non, parabènes évidemment, non, ce sont des produits naturels, mais il n'y a pas non plus de gaz. Tout est vraiment extrêmement naturel. Voilà, c'est Muriel Crestet qui le fait. Si vous souhaitez acheter des produits, c'est très simple, vous allez sur le site de France3.fr parce que même si on n'est pas corse, on peut se faire livrer, vous l'avez vu dans le sujet. Et puis un petit clin d'œil à Laura qui est une autre jeune femme qui fabrique des produits ici naturels qui sont distillés à certaines, pas très très loin d'ici, avec des savons et pareil, tout est à base de produits. On est transporté vraiment dans un monde différent. Vraiment la crème c'est magique, j'adore. Je vous ai pas fait Qu'est-ce que c'est la népita que j'ai mis dans ma cuisine. Comment on fait quand on n'a pas de népita? On la remplace par quoi? Alors on va remplacer par un mélange de menthe verte et d'origan ou de marjolaine. Bon, ça, c'est voilà, monstrueux. on est un peu à mi-chemin entre la menthe verte et la marjolaine, donc le mélange des deux pallierait le manque de népita. Et je trouve que c'est sympa que tu aies apporté la népita parce que voilà, il y a un lien entre la cuisine, la beauté. C'est vraiment cette nature généreuse que nous procure la Corse. Il me semble. Et voilà, nature généreuse. Regarde Ferniaud, il est magnifique. Merci beaucoup Nathalie. Merci. Tout sur plus.fr. Les produits naturels. En fait, on vous raconte des bouts de vie un peu dans Midi en France. Ça tombe bien parce que c'est le choix d'Evelyne aujourd'hui. Un bout de vie, tout simplement. Un petit bout. Oui, Laurent, tout à l'heure avec Vincent, je te disais en Corse, pas de voix, pas de blabla. C'est une histoire où des résultats. Il faut juste regarder ce qui se passe. C'est une histoire fabuleuse qui se passe ici en Corse, aux îles Lavezzi, qui sont magiques. Quelqu'un qui plonge, qui emmène des enfants qui sont mutilés, plongés au fin fond de la Méditerranée. Il s'appelle Franck Bruno. Il est formidable, il est plein d'espoir. Je t'en dis pas plus, on va le recevoir dans quelques instants. Regardez. En vélo ou en kayak, Franck Bruno a appris à ne jamais s'économiser. Ramer toujours plus fort, pédaler encore plus vite. Des efforts qui lui permettront dans quelques semaines de relever un défi fou, traverser 5000 km de la Norvège à la Toscane, en passant par la Laponie ou la Suède, et tout ça à la seule force de ses muscles. Alors pour moi, chaque sortie, c'est pas un entraînement, c'est le plus beau jour de ma vie. Moi, j'appelle ça les entraînements de gladiateurs. C'est-à-dire 30 heures par semaine, il faut les sortir, que ce soit vélo, kayak. Et en plus de ça, quand j'ai fini, je monte dans le maquis des murs en pierre sèche pour vraiment travailler le mental, parce que ces murs en pierre sèche, ils ne servent à rien. Donc faire des choses qui ne servent à rien, ça aide à faire des choses. Ça, c'est la philosophie. Un sourire qui ferait presque oublier que Franck Bruno n'est pas un sportif comme les autres. Amputé de la jambe droite à l'âge de 18 ans, depuis, chaque jour qui passe est une victoire sur la vie.
Mais le gaillard est tenace, pas question de se plaindre et encore moins de s'apitoyer sur son sort. Il ne se voit pas comme un handicapé, il est juste un peu différent et tant pis si sur le vélo, sa prothèse augmente la difficulté. Ce serait comme faire du vélo avec la jambe valide et une chaussure de ski sur le côté amputé environ. Avec, dans cette chaussure de ski, une crampe au mollet. Donc voilà un petit peu la définition de pédaler avec une prothèse tibiale. Dépasser la douleur, chercher toujours plus les limites, voilà ce qui motive Franck Bruno. En une petite dizaine d'années, il a déjà traversé l'Atlantique à la rame, s'est attaqué au Kilimandjaro ou encore a descendu le fleuve Yukon entre le Canada et l'Alaska. Des sensations fortes et des voyages au bout du monde, mais surtout au bout de soi-même, qu'il fait fièrement partager au grand public. Bermuda et prothèses exposées à la vue de tous, ce jour-là, il a rendez-vous avec ce chef d'entreprise. Il veut partager son expérience hors du commun avec les salariés du groupe. Bien sûr, quand on me voit arriver, tiens, en Bermuda en plus, tiens, il a une prothèse, il lui manque une jambe. Et au bout de quelques secondes, ils s'aperçoivent que je suis juste différent, c'est tout. Et cette différence, je l'ai transformée en force. C'est ça qu'il faut voir. L'important, c'est ça. Cette différence est une force. C'est justement cette leçon de vie que ce voyagiste souhaite faire partager à ses employés. Une séance de coaching tout en décontraction qui vise à relativiser les petits tracas du quotidien. Alors moi, je suis habitué à coacher des sportifs de haut niveau, mais pas forcément des comptables. Mais je crois que l'important, dans la base, c'est quand on se lève le matin, d'être heureux de ce qu'on fait. Et vous voyez, moi, vous n'avez peut-être pas remarqué, je suis unijambiste. Hein. Et donc, je n'ai pas perdu une jambe, puisque vous êtes comptable, plus et moins. Moi, il me reste une jambe. Donc ça, c'est la base. Et tous les matins, on a 1000 raisons d'être malheureux, et peut-être une seule raison d'être heureux. Et je crois que l'important, c'est de choisir celle d'être heureux. On dit qu'il faut un corps sain dans un esprit sain. Mais dans une entreprise, il faut des gens motivés, qui soient bien dans leur tête, pour que tout avance, surtout en ces périodes de crise. Et les solutions, il faut les chercher chez des gens qui peuvent nous les amener. Franck est une des personnes qui peut motiver, plus que toute autre personne, nos troupes. La grande fierté de Franck, pouvoir s'adresser aux grands patrons ou aux sportifs célèbres, mais surtout directement aux esquintés de la vie comme lui. Voilà pourquoi en 2003, il a monté son association Bout de Vie pour prouver que malgré le handicap, la vie continue. Stéphanie, elle, est née sans avant-bras. Longtemps complexée et renfermée, avec 4 autres jeunes femmes, elle a suivi Franck 1 mois en Antarctique, dans le froid polaire. Un moment inoubliable qui a transformé à jamais la jeune femme de 27 ans. C'est au moment de la traversée de l'Antarctique que Franck m'a donné un coup de pied aux fesses et m'a dit maintenant basta, il faut que tu arrêtes quoi. En gros, c'est ton handicap, c'est pas un handicap. Donc il faut que tu arrêtes de te comporter comme tel. Et voilà, et depuis ce jour, ma vie a changé et j'ai appris à me connaître et je me vois autrement. Vivre à fond et à tout prix les rêves et les espoirs, tout en étant dur et intransigeant, une méthode que Franck s'est d'abord infligée à lui-même. Sa vie a basculé le 9 juin 1983, en pleine mer, au large du Liban, sur le porte-avions Foch. Ce jour-là, un aéronef roule sur sa jambe droite, l'amputation est inévitable. Pourtant, ce drame va être le début d'une seconde naissance. En tout cas, c'est clair que si demain il y a un génie qui passe et qui viendrait me rendre la jambe, je ne pense pas que je la prendrai parce que ça m'a apporté un équilibre et une force d'une telle pureté. Je ne suis pas fort physiquement, mais je suis fort dans ma tête et ça n'a pas de valeur, quoi. Porté par une soif de vivre à toute épreuve, à 47 ans, Franck Bruno, force de la nature, veut continuer à servir de modèle aux autres. Depuis sa création en 2003, son association a pris sous son aile 500 personnes mutilées. Un défi qui restera sa plus belle aventure. Voilà, et cette force de la nature, ce cabochard, comme il s'appelle lui-même, est avec nous en plateau. Moi, je vous adore parce que, enfin, un langage débridé, enfin, les handicapés, on a attendu Intouchable longtemps pour qu'on puisse
parler de votre handicap et vous faites tout. Et vous m'avez dit tout à l'heure, moi j'ai de l'humour et je travaille d'arrache-pied pour lutter contre le handicap. Tout à fait, le handicap n'existe pas, c'est une manière d'être. Qu'est-ce que le handicap? Un jour sur un triathlon, il y a une petite fille qui me dit, toi tu n'es pas handicapé. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, parce que quand on est handicapé, on ne peut pas faire les choses, toi tu fais tout. Hein. Et donc le pire handicap, je crois que c'est le handicap du sentiment et de dire, je ne peux pas faire. Alors vous, il n'y a rien qui vous arrête, hein. Vous montrez votre prothèse sans Si, il y a plein problème. de choses qui m'arrêtent. Genre quoi? Pas ça en tout cas. Qu'est-ce qui peut vous arrêter? La bêtise des gens, les gens qui n'aiment pas et l'intolérance, quoi. Parce que actuellement on décide pour tout le monde. On décide, moi quand j'ai eu mon accident, 3 ans après, j'ai été major de promotion en France de l'école des scaphandriers. Mais avant on m'a dit tu ne peux pas le faire parce que tu es handicapé. Et quand je suis sorti premier en France, devant 150 plongeurs professionnels, là j'ai compris que c'était les autres qui avaient décidé pour moi. Donc de ce jour-là, je ne dépasse pas mes limites, mais je suis un découvreur de limites. Plongeurs, footballeurs, scaphandriers, l'Antarctique, l'Atlantique. À quoi on pense justement quand on est pendant 54 jours tout seul au milieu de l'Atlantique? À quoi on pense justement? C'est un voyage de l'intérieur. C'est une excuse pour se retrouver face à soi-même. Là, je reviens d'Alaska où j'ai descendu sur 3000 km un fleuve en solitaire au milieu de grizzlies, d'ours noirs, de loups, de coyotes, sans armes. Ben, on apprend à prier. Moi, je vais pas à l'église. Je suis catho parce que voilà, on m'a baptisé, les insulaires. Voilà. Mais je parlais aux arbres, je parlais à la rivière, je parlais aux nuages, je parlais à moi-même. J'ai écrit beaucoup de poèmes. Mon deuxième bouquin sort bientôt et je crois que c'est des excuses pour être face à moi-même, quoi. Donc vous dites les valides n'ont pas le monopole de l'exploit, ça c'est bien, vous le prouvez tous les jours. Juste un message pour tous ceux qui se plaignent souvent de la vie, de la dureté. Vous qui avec une seule jambe, dites je ne voudrais pas récupérer cette jambe-là, elle m'a tout donné. Non, je crois que les malheurs qui nous arrivent, c'est pas des punitions, c'est juste des défis à relever. Je crois qu'on est tous amputés de quelque chose. La langue française est bien faite pour ça. On perd un membre de sa famille, ça peut être un membre de son corps. Mais on est tous amputés de quelque chose. Et je crois qu'il faut avoir cette force et cette énergie d'être alchimiste et de transformer ce malheur en bonheur. Rendez-vous compte qu'on fait partie, la France, des pays où il y a le plus de gens qui prennent des antidépresseurs. Alors que quand quelqu'un se dit pauvre, il a quand même à manger. Attention, je ne fais pas une généralité. Il y a vraiment une pauvreté qui est là et il faut que ça change. Mais on n'a pas les mêmes... Moi qui suis un grand voyageur, chaque fois que je reviens de pays vraiment extrêmement pauvres, je me suis aperçu qu'on m'a tout donné là-bas. On m'a donné... en tout cas. Et continuez à partir avec des enfants le peu qui qu'on sont a, on le donne et on aussi. partage. Ouais. Merci beaucoup. Dans ces pays. Bravo, Franck. On me rappelle également ce personnage qui avait traversé la Manche, qui était avec nous à Manosque. C'était un bel exemple à suivre et à regarder. L'association, évidemment, tout sur France3.fr, de Boudvi, la sauce de Franck. Parrainé par Vicente Lizarazu. Ils ont de l'humour, hein, ces Corses, vous l'avez remarqué, là, Franck, avec ce qu'il vient de nous dire. Il y en a un qui adore ça, l'humour, qui connaît parfaitement bien. Eh bien, c'est notre Yann Bénard, il va vous en parler tout de suite. C'est vu d'ici avec un sourire. Oui, Laurent, beaucoup d'humour. Juste avant, un gros bisou à Franck que je connais bien et qui est un type généreux, humble et tout, et c'est génial ce qu'il fait. Oui, on va arrêter les clichés, Laurent. Oh là. Les Corses ne sont pas sombres. Depuis le début de l'émission, j'entends sombre et tout. On a de l'humour. Comme le Corsinou. Comment il est ce chien? Il a un caractère ombrageux. On peut rire. Oui, on peut rire de la Corse. Si on est Corse. Sinon, c'est un peu plus compliqué. Tête sec et pilot, ça. Non, eux, c'était... Est-ce qu'on peut rire des Corses? Oui, mais il faut pas le faire. Mais il faut pas le faire. Allez, ça. Histoire de faire un petit bilan, un petit historique de l'humour en Corse, je vous propose un reportage de Serge Bonavide qui, justement, retrace un peu l'histoire de l'humour en Corse. Les Corses n'ont pas d'humour. Derrière ce cliché tenace se cache un véritable sport national, la cacciata ou la magagne, en français la pique ou la farce. Les insulaires sont maîtres dans l'art de la blague et même de l'autodérision qu'ils pratiquent quotidiennement. Oh, le doux bruit qui fait que ton compte se débite et que le mien se crédite. Comment si può dire? Tout est la prétexte. Comment on peut dire? Tout était prétexte à rire. Ah oui, t'es courte. La vie est trop courte, les enfants. Dans l'arbre généalogique comique insulaire, il y a les pionniers. Tintin Pasqualini faisait déjà du stand-up pour animer les nuits bastiaises des années 70 dans son fameux cabaret, le Ratadio, le Séchoir.
On dit que le corse n'est pas une langue. Pourtant, on peut faire des choses extraordinaires avec. Dans mon village, il y a 2 paysans, Tchétché et Tchéco. L'un d'eux interpelle l'autre sous sa fenêtre. Oh Tchétché, il est là, Tchétché. Quoi? Tchétché, il est là ou il n'est pas là? Tchétché est là. 3 minutes de discussion avec un seul mot. Ces humoristes ont fait rire des générations de Corses. Le chansonnier Hubert Tempête continue de sévir avec cet humour grinçant si particulier. Oui, alors, ce qu'on a fait, on est descendu à l'épicerie où nous avons pris une boîte de riz. 31 du jour de l'an, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a ri. 31 du jour de l'an, bouillon cube et vache qui rit. Le patron, c'est Bibi. C'est pas parce que je vais chez le psychiatre que je suis fou, hein. Dans les années 80, le Teatru Mascone a renouvelé le genre comique en Corse. Ce personnage exubérant et fin observateur des mœurs locales est une légende insulaire qui a fait le lien entre l'ancien et le moderne, le corse et le français. Donc je ne sais pas si vraiment il y a un rire plus ou moins d'un pays. Je pense que le rire, c'est le rire, hein. C'est un sentiment. Louis le 15e, le roi de France. Enchanté, 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 enchanté. Je me présente. Je suis Minuto Caduccione, roi de l'île de Corse. Mon inspiration est une inspiration populaire. Donc c'est des choses que j'entends aussi. Hein. Mais vous pouvez m'appeler Minou, hein. Et comme ça, je vous appellerai Loulou. Aïe, on va pas faire beaucoup de gens. Aïe, entre rois. Aïe, aïe. Dans les années 90, une troupe de théâtre, les Storti, littéralement les tordus, ont pris la relève en jonglant avec tous les ressorts comiques, y compris l'absurde, avec l'humour épacé des planches au petit écran. S'il vous plaît, vous pouvez me dire l'heure? Je sais pas, c'est écrit en chiffre romain. Trou du cul. Dans les années 2000, Tsek et Pido, 2 comédiens facétieux, sont apparus comme les véritables héritiers de cette longue tradition humoristique. On m'appelle l'acier anus, c'est plus intime. Et il faut faire marcher ses Corses au pas. Déjà, faire marcher les Corses, en plus au pas. Oui, vendre l'île de Corse aux Gaulois, oui. Ils sont pas assez cons pour tomber dans le piège. En Corse, les filles aussi ont le sens de l'humour. Rachel et Betty, avec une gouaille un peu populaire, ont taillé quelques costards dans l'intimité de leur salon de beauté. Institut Beauté Fatale, Institut qui vous ravale. C'est pour une fille qui m'a quitté le salon. Allez, sans déconner, il a trouvé que là à venir pleurer, lui. Aïe, oh Betty. Bientôt, il y a Madame Vinci Guerra qui s'affaque, d'accord? L'humour corse existe et Laurent, tu ne peux pas dire que tu ne le connais pas. Tu faisais partie du jury du Festival de l'humour de Porto Vecchio quand il existait. On l'avait monté avec Alain Armani. Tout à fait, de bons souvenirs. Et c'est Ouais. lors de ce festival que tu as rencontré un homme qui, d'apparence, c'est vrai, ne transpire pas l'humour, la gentillesse. Ouais. On dirait un Coursinou. Oh là, regarde-le. Bonjour. Salut Jean-François. Alors Jean-François s'occupe, on peut dire, de la compagnie théâtrale la plus importante en Corse, parce qu'il s'il y a une tradition de l'humour, il y a aussi une tradition du théâtre. Jean-François veut nous en parler. Ta compagnie s'appelle... La compagnie Ciacciaroni. Et quand on parle de l'humour, ça veut dire... Ça veut dire langue de vipère, on dira. Langue de vipère. Un des héros de Mafiosa, hein, la Aussi. série qui est passée sur Canal. Tant pis si c'est l'autre chaîne, mais formidable. Ah ouais, alors, il y en a plusieurs d'ailleurs ici. Il y a même une demoiselle qui est venue nous voir, Mademoiselle Rossi également, qui travaille sur ses portraits. Enfin, il y a pas mal de Corses qui travaillent sur Mafiosa. Heureusement, Magnifique série. À la Alors- concurrence, mais magnifique série. Avec Pido. Parlons Tout de à Pido, fait. de Tsek et Bien Pido, entendu, tout à Eric. fait. Jeff, vite fait, parce que tu viens de terminer en fait ton festival annuel. La tradition théâtrale, c'est vraiment quelque chose qui est très important en Corse. Oui, enfin moi j'y suis depuis 22 ans maintenant et j'ai commencé ça à l'âge de 20 ans et on fait du théâtre à Porto Vecchio dans une usine à Liège
Et on a environ 80 personnes, enfants, ados, adultes, qui font du théâtre chaque année et à qui on essaie de former. Et aujourd'hui, après 20 ans, je pense que j'ai mis sur le marché des intermittents une vingtaine de comédiens. Ah, c'est toi. Eh oui. Ah, c'est toi. Il faut leur heure après. Faut pas le dire à l'UNEDIC, les gars. Bon, concrètement, Jeff, il y a deux approches quand on veut faire du théâtre en Corse. Soit c'est le côté ludique, on a envie de s'amuser, on peut venir te voir. Un conseil, si on a envie de devenir, allez, on va dire un professionnel du théâtre, il y a aussi des filières, des astuces à savoir? Ah, bien sûr. De toute façon, moi, avec mon école, je suis les gamins jusqu'à Paris, parce que le but, c'est quand même de monter à Paris à un moment donné pour aller prendre son étiquette. Sinon, on n'y arrive pas, il faut être reconnu. Le cachet, vu à. Vu à. Et bon, après, il y a plein de cours, je ne les citerai pas parce que je ne les aime pas forcément. Et bon. Voilà, c'est du formatage. On n'a pas besoin d'être à Paris pour faire du bon théâtre. Non, justement. On Toi, peut ça rester fait 22 ans. 22 ans. Les gens viennent, entre autres, au Festival Sénésogne. Fais-nous en 10 secondes la promo de ton festival, même si c'est terminé pour l'an prochain. Alors, c'est le Festival du Rêve que j'organise tous les derniers week-ends d'avril. Et ça se passe à Porto Vecchio, dans toutes les rues de la ville. Et on a environ 25 représentations en 3 jours qui succèdent dans toutes les rues de la ville. Voilà. Eh ben bravo, Jean-François Perronne. Et je peux dire qu'il fait beaucoup pour sa ville et pour le théâtre ici. Merci. Jean-François. Merci d'avoir été avec nous. Bravo. Merci, il fait un beau boulot depuis plus de 20 ans déjà et c'était à saluer. Dites donc, ma courgette, elle en est où avec Madalton qui est encore là? Mais je pense que Joe est sur le coup, regardez, hop là, je suis concentré. Je te change. Car entre mes jambes, il y a un four. Ah non, bah enfin, s'il te plaît, Vincent. Non, ne dis pas ça. C'est ce que je dis. J'en ai marre de Il y a Vincent, un four je là change. dessous et dedans les courgettes qui cuisent. Mais j'ai peur que l'on manque un peu de temps pour la gratination, le gratinage, je suis la venu en gratinerie. force, là, si tu m'embêtes. Le gratinement. Mon copain, il va te... Non, ça va pas mal. Ça va pas mal. Pourquoi? C'est l'heure. Écoutez, encore 1 minute, le temps de regarder ensemble le petit clip de la recette et ça va être cuit. Alors, si vous... Voilà, on a gratté les courgettes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a retiré le cœur après les avoir décalotées en quelque sorte pour les faire pré-cuire avec un petit peu d'huile d'olive et de sel. Ensuite, j'ai émincé les herbes. Là, c'est de la népita. Si on n'a pas de népita, on prend un mélange d'origan et de menthe verte. On le mélange au fromage de Bruges tout frais, sel, poivre, quelques œufs. Vous trouverez la recette évidemment sur france3.fr. Et on va y mêler les oignons et l'ail que l'on a fait revenir doucement pour que ça soit là aussi pré-cuit. Tout cela mélangé, il n'y reste plus qu'à farcir ces courgettes qui ont pré-cuit au four à 180 degrés, 200 degrés. Et on va bien les remplir de manière à ce que ça gratine ensuite. Lorsqu'on a rempli, on remet au four. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un quart d'heure à 200 degrés? Ça explose. Eh bien, ça s'est coloré, ça a pris couleur. Dis donc Pierre, tu veux que je t'aide? Oui, hein, c'est dingue ça. Hop, attention. Voilà nos courgettes qui sont... Voilà, ça va souffler en quelque sorte, vous voyez. Voilà. Ferniaud. Voilà. Hein, cet appareil à base d'œuf... Il a dit c'est pas bon. Cet appareil à base d'œuf et de brooch va souffler. Alors j'en ai fait 2 rondes là pour rigoler. Ça sont plutôt des courgettes niçoises. Mais c'est drôle de rire, Vincent, vraiment. Hein. Je rigole, moi. Oh, attendez, la courgette me fait rire. Bon, alors voilà, simplement elles ont soufflé. Elles sont trop fines. Eh oui, mais si elles sont plus larges, en fait, et il y a trop de graines. Il y a trop de graines à l'intérieur. Dis donc, attends, on va demander à Jean-François et à Yann, les vrais Corses, de goûter tes courgettes. Vas-y, allez-y. Bien sûr, je vais en sortir une dans les doigts. Regardez, il a pas vraiment envie. Hein. Mais il dit qu'elles sont trop petites. Elles sont trop petites. Non, je suis sûr que c'est très bon. Ça, c'est le Ferniaud Touch et forcément, c'est bon. C'était fait par qui? C'est par moi. Je suis sûr que c'est bon, ça. C'est par moi. Allez, goûtez, les garçons. J'adore. Comment t'as dit? Mange que c'est bon. Maya Keboan. Allez. C'est peut-être un peu chaud en revanche. Hein. Ouais. Ça va, il dit. Regarde, Yann, il en peut plus. Jean-François Perronne aussi, c'est bon. C'est brûlant. C'est brûlant, mais c'est goûtu. Bon, vous savez quoi? On va se retrouver demain ici. Bon appétit, les amis. Bon appétit, tout le monde. On sera là, ici, à Porto Vecchio, sous le soleil. Enfin, à Bonifacio, sous le soleil de la Corse du Sud. Bonne journée. Salut.